Anaï, nous te retrouvons à Haïti, dans les décombres de ta maison. En 2010, il y a eu un tremblement de terre qui vient tout juste de se produire et tu étais dans la maison avec ton père et cette maison s'est effondrée. Il t'a poussé au moment où une poutre allait vous tomber dessus. La poutre s'est abattue sur lui. Tu as essayé de le sauver, mais il avait une barre de fer plantée dans sa jambe. Il l'a retirée et malheureusement s'est vidé de son sang. Tu es auprès de lui. Il vient de rendre son dernier soupir. Qu'est-ce que tu fais? Je suis complètement en larmes. Euh, C'était quelqu'un que j'estimais beaucoup, avec qui je passais énormément de temps. Donc je suis absolument effondrée. Je tiens cette barre de fer qui m'a tendu vraiment tellement fort dans la main que limite je me blesse presque la main. Et par respect pour lui, du coup, je sais qu'il est dans les décombres, je sais qu'on va avoir beaucoup de difficultés à l'enterrer dignement, etc. Donc je lui ferme les paupières, je l'embrasse sur le front. Et là, je sais une chose, c'est que, je dois sortir de là, parce qu'il a essayé de me sauver. Et en regardant cette barre de fer, puis en regardant mon père, je sais ce que je dois faire. Là, j'ai comme une espèce d'illumination. Et je sais ce que je veux faire de ma vie. Et donc, je commence à essayer de crapahuter pour sortir des décombres, en appelant à l'aide si je peux, et en essayant de sortir entière et vivante, si possible, de là, ça serait pas mal. Euh, et je commence à essayer de me débattre, mais toujours avec ces larmes qui coulent, tu vois, qui laissent des traces dans la poussière que j'ai sur les joues. Enfin, on voit vraiment que je suis très très mal. Et en crapahutant là comme ça, je garde cette barre en fer en fait dans la main et je ne la lâche pas sous aucun prétexte. Comme si c'était le dernier truc qui me reliait à mon père en fait. J'ai beaucoup de mal à le laisser là. Je voudrais pouvoir l'emmener avec moi. Tu vas réussir à t'extraire de la maison, avec cette barre de fer toujours dans la main. Et au moment où tu sors des décombres, tu vois qu'à l'extérieur, c'est la panique. Les gens sont en train de courir partout. Ils essayent d'extraire des blessés qui sont peut-être encore sous les décombres et qui ne sont pas encore morts. Tu entends des cris, tu sens l'odeur du sang, de la poussière. Mais tu vois aussi une ombre dans l'océan, dans l'eau. Une ombre gigantesque qui doit faire au moins une, allez, peut-être bien 20-30 mètres de long. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, je commence à trembler et je me rappelle de tout ce que ma mère m'a expliqué de ce monde que les autres ne voient pas forcément. Et du coup, je m'agenouille, je ferme les yeux, je serre très fort cette barre de fer et je commence à prier, de me donner la force en fait, de faire ce qui doit être fait et d'aller combattre ce monstre parce que c'est probablement lui qui cause les tremblements de terre et c'est probablement à cause de lui qu'il y a autant de morts et autant de blessés. Et je me Tu suis fonces vers l'océan? agenouillée. Mais d'abord, je me suis vraiment agenouillée, tu sais, le temps voilà, de demander de me donner la force. Bien, tu as, au Et moment où tu t'agenouilles, l'apparition de quelque chose. Je te laisse décrire ce que tu vas voir, comme un rêve, quelqu'un qui t'apparaît en rêve. en fait, quand je me mets comme ça à prier avec les connaissances que j'ai de ma religion, qu'est le Oui. vaudou, puisque c'est ce qu'on m'a enseigné depuis que je suis toute gamine, je vois apparaître une forme qui semble être humaine, comme ce que je sais être le cas pour de nombreux Loa. Et celle-là, je la reconnais, en fait. Je la reconnais très très facilement parce qu'elle est très très connue dans le monde du vaudou. Puisqu'en plus cette forme est vêtue de façon très particulière, donc je vois directement les couleurs noires et violettes, et je vois directement aussi un signe que tu peux
pas louper quand tu connais un peu, c'est que je vois son chapeau haute forme. Et là, donc, du coup, je reconnais le Loa du Baron Samedi, qui, en fait, est le maître des esprits de la mort et des cimetières. Et là, j'ouvre les yeux, je les referme, et je murmure doucement, je n'y croyais plus. Enfin, Sans je un n'y mot, croyais plus dans le sens où je ne croyais plus en ma religion, mais où je ne croyais plus qu'il m'apparaîtrait. lui ne prononce pas un mot. Mais par contre, tu ressens en sa présence qu'il t'encourage à faire ce qui est nécessaire. En serrant ma barre de fer d'une main, je serre de l'autre main un de mes colliers, et c'en est un où dessus il y a une petite croix, qui est un autre des symboles du baron Loa. Je me lève, et là je me dirige droit vers l'océan, et vers cette ombre qui est si menaçante. Eh bien, tu vas plonger dans l'océan, n'écoutant que ton courage, et tu vas pouvoir voir cette créature, un espèce de poisson géant qui a l'apparence d'un piranha, mais qui fait une vingtaine de mètres de long, voire 30 mètres de long, et qui est vraisemblablement responsable du tremblement de terre. En te Je, voyant plonger, il sent visiblement que tu es une sorcière. Il fait un demi-tour, parce qu'en fait il s'apprêtait à partir de l'île. Et il fonce vers toi, la gueule grande ouverte. Qu'est-ce que tu fais? j'ai extrêmement peur. Je sais que cette bête peut me dévorer toute crue. Je sais aussi que toutes les bêtes ont des zones où elles sont plus sensibles que d'autres. Et donc, moi, je regarde ses yeux et je me dis que sans pouvoir voir, il va moins bien pouvoir se diriger. Et du coup, je lui lance un sort à distance pour lui crever les yeux. Très bien. Bah, explique-moi ce que tu lui lances dans les yeux. Du coup, là, je lui fais une attaque magique, hein. Je me sers de la magie de ce que m'a enseigné ma mère, sauf que c'est la première fois que j'attaque avec, puisque j'avais toujours refusé de le faire jusque-là. Mais D'accord. aujourd'hui, c'est la vie des miens qui sont en danger. Il a tué mon père. Et donc, je mets toute ma rage, en fait, dans ce sort que je lance, et je veux le tuer. Alors, au moment où tu incantes ce sortilège, vont sortir de tes mains deux espèces de gigantesques harpons qui sont en fait des épines, qui vont foncer comme des harpons en direction de ses yeux et qui vont lui crever les deux yeux. À ce moment-là, la créature, complètement aveuglée, va se mouvoir de manière un petit peu hésitante, puis elle va s'arrêter, s'immobiliser, se tourner vers toi et utiliser visiblement son odorat pour poursuivre sa course. Et donc elle reprend sa nage vers toi. Et ben, quand je vois qu'elle reprend sa nage vers moi, je vais essayer de me glisser sous elle, avec ma barre de fer au-dessus de ma tête, du coup, et je vais essayer de lui ouvrir le bas-ventre. En gros, comme on ferait pour vider un poisson, sauf que c'est un très gros poisson. Ok. Bah, effectivement, tu vas pouvoir le faire. La créature, au dernier moment où la créature avance vers toi, tu vas réussir à t'abaisser un petit peu en nageant. Tu vas planter ta barre de fer au niveau de sa gorge et tu vas l'ouvrir jusqu'à son cloaque. La créature va se vider de tous ses boyaux et s'effondrer au fond de l'océan. Elle va couler. Je remonte très rapidement, hein. Je peux pas rester suffisamment longtemps dans l'eau que pour m'amuser à la voir s'effondrer réellement. Par contre, je ferai quelques allers-retours pour être sûr qu'elle est bien morte. Bien vérifier qu'elle ne fera plus de mal à quiconque. Et pour voir si
il y a quelque chose à sauver, si elle a pu, peut-être si elle a avalé peut-être des choses qui auraient à sauver, des gens qui seraient peut-être pas morts. Euh, Ok. en m'imaginant, enfin, tu vois, la Eh bien, c'est ce que culture tu vas faire. populaire. C'est ce que tu vas faire. Tu vas sortir donc de ce lieu et tu vas essayer de sauver un maximum de monde sur l'île. Et tu vas t'y employer peut-être même pendant plusieurs années. Est-ce que tu vas faire ces prochaines années autre chose, mis à part aider les nécessiteux de l'île? Alors, pas que ceux de l'île, parce que j'estime aussi que ben là, mon apprentissage ne va pas pouvoir se faire uniquement par ma mère, en fait. Et donc, je vais non seulement sillonner l'île, enfin le pays, je veux dire Haïti, mais également le reste de l'île, puisqu'il n'y a pas que Haïti qui est sur l'île en l'occurrence. Et je vais également oser les prochaines années traverser l'océan, ce qui va être très très difficile pour moi, mais pas aller trop loin. Le nord de l'Amérique du Sud, le sud de l'Amérique du Nord, tu sais, au niveau de la Floride, au niveau voilà, des trucs quand même pas trop lointains, mais pour essayer de voilà d'aider un maximum de gens, pour essayer d'en apprendre Ton plus objectif, aussi. c'est d'aider par rapport aux catastrophes naturelles ou par rapport à des créatures Par rapport aux créatures. Là, je sais qu'il faut que je combatte ces monstres. Je sais que j'ai eu un don et que mon don doit être employé pour aider les gens. Donc tu t'engages dans un combat contre ces créatures. Donc je m'engage dans un combat contre ces créatures. Mais Ok, on tout va en s'arrêter gardant là. quand même que, bien sûr, j'aide quand même les gens s'ils ont besoin de moi parce qu'il y a eu une catastrophe naturelle, je les laisse pas dans la merde quand même. Hein. Mais c'est pas mon objectif premier, on va dire. Je prends le temps de me présenter à Anaï et à Price. Je leur serre enfin, je m'approche d'eux, je leur tends la main et je me présente. Et... Bonjour, enchantée de vous rencontrer. Je m'appelle Héloïse et vous? Alors, je lui prends la main, je la serre avec une bonne poigne parce que, bon, en fait, elle a quand même une très bonne poigne, Anaï. Anaï. Enchantée Anaï. Et je me tourne vers le chasseur et je fais la même chose. Oh, moi, je touche sur la main. Au Price. Price? Ah. Ouais, c'est le petit-fils sûrement. Hmm. Vous connaissez qui Vous connaissez quelqu'un de ma famille? Oui, j'ai travaillé longuement avec l'un de vos ancêtres, qui est devenu un ami très cher d'ailleurs, au fil du temps. Tant C'était mieux. il y a quelques siècles. Oh, bon sang. Il était efficace? Très efficace. Ok, bon, moi ça s'est pas perdu avec le sang. Et le temps. Alors, Tant mieux. ça dépend en quelles conditions. J'avoue que je lui ai mis un coup de pied dans le visage, mais parce que j'ai fait une erreur, j'ai tapé à côté. Ouais, t'as pu voir, hein. Je suis pas très doué pour les coups de pied. Ouais, non, bah, je vais pas m'offenser pour ça. Mais quelqu'un de droit en tout cas. Droit Oh, bah, et juste. Et très vous avez... compétent. J'espère vous que avez vous une avez idée hérité de ses qualités. Compétent, oui. Droit, oui, je vise plutôt de bien. Je reste un petit peu en retrait et je les regarde, surtout du coup le vampire et la magicienne en me disant ah, génial, c'est les retrouvailles des grabataires en plus. Qu'est-ce que vous faites dans cette crypte? Cette crypte. Bon, on va peut-être sortir un moment. On va sortir de la crypte, moi ça me paraît bien de sortir de la crypte. Ouais. Non, je regarde s'il n'y a pas les... Bah, sûrement que les 3 vampires devaient dormir dans le coin. Ah, alors, bah du coup, tu fouilles le caveau? Le capot. J'avoue Bien. qu'ils étaient quand même dedans. Ah oui, tant que vous êtes dedans. Eh bah écoute, tu vas commencer à fouiller le caveau. Et tu vois, en fouillant le caveau, qu'il n'y a pas de cercueil.
Et au fond de la crypte, tu vas trouver donc un gisant en pierre. Avec des inscriptions. Que tu peux lire d'ailleurs. Qui sont en... Étonnamment, qui sont en français. Et c'est marqué, ici, Ouais, pas J... Pardon? Je pourrais pas le lire alors. Ah oui. Non mais il y a peut-être quelqu'un qui pourra le lire. Donc la magicienne va pouvoir le lire en tout cas. Et Je vais m'approcher et je vais lire à voix haute ce qui est écrit sur le gisant. et tu vas lire ici J Radast. Et tu vois une toute petite inscription en petit où c'est marqué 12e nécromancien. Alors du coup, voyant ça, moi je vais voir si je peux pas déplacer une partie de la pierre. C'est un... C'est un gisant en pierre, donc tu peux effectivement, c'est très lourd, donc un homme ne pourrait pas. Mais par la télékinésie, par la magie, tu arrives donc à relever cette pierre. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a un cercueil qui est ouvert et vide, évidemment. Ça dit Radas? Radast, R-A-D-A-S-T. Ce serait peut-être notre proie. Il semblerait, en effet, ouais. Ouais. Ça vous dit quelque chose ou pas? Pas du tout, mais le fait que ce soit le 12e sous-entend qu'il y en a 11 avant et peut-être d'autres derrière. C'est pas très rassurant. Effectivement. Et il y a des dates sur ce gisant? Tu n'as pas de date de naissance et tu n'as pas de date non plus de décès. Est-ce que sur le gisant et le visage de Pierre est quand même assez visible? Est-ce qu'on pourrait le distinguer ou... Eh bien, juste, c'est intéressant ce que tu dis. Le visage est complètement buriné. Tu vois qu'il y a des burins qui ont été utilisés avec un marteau, tu vois, pour buriner complètement la statue. Donc le visage n'est pas reconnaissable. Ça a vraiment été fait volontairement par des gens. Et ça remonte visiblement à plusieurs siècles. J'allais dire récemment ou pas? Non, plusieurs siècles, visiblement. Ça peut être une piste, ça. Il faudrait remonter à l'âge où est-ce que dans des écrits locaux, on pourrait pas trouver une connerie sur des je sais pas moi, des paysans ou des trucs comme ça qui auraient fait quelque chose de particulier dans ce cimetière et qui auraient voulu effacer ça de... Ça doit être bien inscrit quelque part. Chiffres peut-être? Chiffres de journaux Ça dépendra quelle année ou quel siècle ça remonte. On peut regarder sur internet déjà. Je vais prendre mon téléphone portable. Sûr de capter ici, Et ça ne capte pas. Tu es au milieu d'un caveau, je te rappelle. Mais l'idée est bonne. Peut-être à l'air libre. Bon, vous sortez, je suppose. Est-ce qu'il y a des fantômes qui se baladent dans le coin? Ah, tu veux tenter? Ouais. Alors, tu vas commencer à... Est-ce que tu préviens les autres avant de faire ça? Non. Ok. Donc vous voyez Anaï qui commence à entrer dans une sorte d'immobilisme. Elle devient complètement immobile et elle regarde dans le vide. Je suis elle est cassée. Elle est en train de regarder s'il y a effectivement des fantômes. Mais tu vois aucun fantôme dans ce caveau. Rien. Écoute, je reviens à la réalité. Quand tu reviens, tu dis ah non, je la porterai pas. Je suis désolé. Me porter? Pourquoi me porter? Pourquoi vous voulez me porter? Ah, je sais pas, vous êtes arrêté de ma fonctionnaire. Non, je vérifiais s'il y avait des fantômes dans le coin pour avoir des informations. Il y en a pas. D'accord. Ok. Tu sais, je regarde un peu les autres, genre en mode, ouais, elle est bizarre. Ne dis pas qu'on fasse un petit état des lieux de nos capacités. Moi, je bouffe des gens et je tape dedans. Moi, je les bouffe pas, mais je les flingue. Toi, tu parles avec les gens plus mystique. Je peux leur faire beaucoup de mal à distance pour autant que j'ai des cheveux, des ongles, peu importe, quelque chose qui leur appartienne.
Ah, comme Et sinon, un j'ai ça aussi. Et là, je monte ma barre de fer, ma barre de rail de chemin de fer. Ouais, j'ai vu, ouais. Je Non, regarde je peux encore les aussi trois parler au autres en mode elle est vraiment bizarre. Et moi, j'utilise la télékinésie, comme vous avez pu le constater. Ok. Qu'est-ce que vous Ça faites? tombe de cet endroit-là, c'est pas très joyeux quand même, hein. Même si je devrais être habitué à ce genre de lieu. Donc vous sortez de cette crypte. Vous allez remonter les escaliers. Et vous allez arriver dans ce cimetière très glauque. Avec les arbres qui sont sans feuilles. Hein, parce que c'est vraiment un paysage morne. Et au moment où vous sortez, vous voyez une petite lueur dans le ciel. Très très haut. Très très haute. Une lumière très vive, jaune. Qui se rapproche de vous à grande vitesse. Au fur et à mesure où elle se rapproche, cette lueur, vous commencez à discerner ce que c'est. Vous voyez une espèce d'oiseau. Mais un oiseau avec comme des flammes autour de lui. Cet oiseau Il se s'approche rapproche très vite. vers nous. Très vite. Et vous voyez la magicienne qui s'avance, qui lève le bras comme ça. Et l'oiseau se pose sur son bras. Cet oiseau ressemble à ça. Vous n'avez jamais vu ça, à part dans des films. Peut-être que ça parle à certains. Ça peut vous faire penser à... Un phénix. Voilà. Mais vous n'avez jamais vu ça. Pour vous, ça n'existe pas, ce genre de choses. C'est nouveau ça, Louis? Je savais pas que tu savais faire apparaître des oiseaux. Il est joli en tout cas, bravo. Présente Enox. Il va nous accompagner pendant cette mission. J'en On ai lui jamais, confie- J'en Il ai ne se jamais chasse chassé pas. des comme ça. Non. Ah. C'est interdit de les chasser. C'est Et- un animal très rare. C'est un phénix de compagnie, c'est ça? Non, ce n'est pas Phénix de compagnie, ce n'est pas mon Phénix. On me l'a confié, on me le confie parfois sur certaines missions. Et ça mange quoi ça? J'approche mon doigt. Tu sais. Qui sait que ça mange... Les vampires, ils ont pas peur du feu? Si. Non. Si. Il a peur du feu? Là, si. Ah bah, Ok. Ok, je dis rien alors. je suis pas sûr que Je vous déconseille de l'énerver, Vandia. D'accord. Et vous voyez qu'en fait, le phénix en fait, n'est pas toujours en feu, hein, notamment quand il est posé, ses pattes ne sont pas en feu, parce que forcément, sinon ça brûlerait Héloïse. Bon, il va se déplacer, il va venir se mettre sur ton épaule. Et les flammes vont s'éteindre. Donc il n'est pas toujours en feu. Mais vous voyez que ses plumes, quand il n'est pas enflammé, elles sont plutôt jaunes, rouges, orangées, on va dire. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, juste, moi, je vous le dis, c'est possible que j'ai aussi dégommé 2-3 zombies avant de venir. Zombie. Mais qui Mais dit ils sont zombie déjà actifs. dit nécromant quelque part dans le coin, du coup, effectivement. Bah, c'est ce que je me dis, ouais. C'est que je dégomme tellement de trucs que des fois j'en oublie. Et ils venaient d'où, vos zombies? Je monte par où ils étaient. Et ah ouais, un truc bizarre, c'est qu'ils m'ont lancé un couteau. Bravo. Ah, C'est pas bizarre. comme dans les films. Ouais. Mais après, je vous avoue que je suis pas un spécialiste. Hein. J'en ai jamais trop. Si ça vous dérange pas, je vais aller faire un petit tour vite fait, voir s'il y en a pas d'autres. Ce serait dommage de passer à côté. Attends, Peut-être Vandia. Attends, voir Vandia. Peut-être qu'Enox a pu... normalement, Enox a dû faire du repérage pendant qu'on était dans la crypte. Il va pouvoir nous dire s'il a vu quelque chose d'inhabituel. Me dire, pardon. Pas de zombies. Par contre, Enoch va te dire que il y a... Enox. Enox, pardon, excuse-moi. Va te dire que les sépultures sont vides. La question que j'allais poser, c'est combien est-ce qu'il y a de sépultures qui ont l'air d'avoir été Toutes ont mises à l'air sac? vides. Ok, bon, et est-ce qu'on peut voir des traces de pas, du coup? Partout. Qui Qui vont vont dans en quelle direction de la sortie du cimetière et vers la route.
Donc je Bon, suppose bah, que... je crois que le chemin droit par là, les gars. Hein. Bah vous Mais suivez. le village, il se trouve par où? Bah justement, ça va vers la route, et la route mène au village. Alors soit vers le village, soit vers l'ouest. Vous avez une voiture? Pas ici. J'ai une calèche. Non, c'est pas vrai. Moi j'ai un véhicule ou je suis venu comment T'es venu en dans le véhicule, cimetière Michael. Toi t'as une... Bah je te laisse nous dire ce que tu as comme véhicule, tiens. J'ai une moto. Une belle Harley. Ah, je sais pas, ou un sidecar. Ah oui, j'ai un sidecar et je mets ma mallette dans mon sidecar. Ok. Ah, Alors je suis désolé, j'ai pas de place. la sorcière est venue aussi en véhicule. T'es pas venu à pied. Ah. Non, mais c'est. Ouais, ok. Ah bah moi, si je suis venu en véhicule, par contre, oui, c'est une voiture. Genre la vieille fourgonnette, là, tu vois. Le truc un peu Genre, braque-ballant, qui a pas l'air neuf. Est-ce que tu peux pas envoyer Enox vers l'ouest, genre sur une longue distance, pour que ça nous assure que le groupe de zombies soit pas parti par là. Et Bien moi, sûr. je pars en avance en hauteur pour essayer de voir s'ils sont en train d'attaquer le village. Au moment où Héloïse a dit bien sûr, le phénix s'envole. Immédiatement, dès qu'il s'envole, il s'enflamme et part en direction de l'ouest. Et j'enlève l'objet que tu m'as confié, Héloïse. Et je dis, je me le garde. Et je me transforme en chauve-souris, une fois fait. Et je volette vers la direction du village. Je glisse l'objet dans ma poche, ou bien ouais, avec précaution dans le fond de ma poche. Qu'est-ce qu'on l'a vu donner comme objet? Un anneau. Une bague. Ok, un anneau qui me parle. Tu as déjà vu quelqu'un, oui, avec une bague comme ça. Oui. C'était un vampire. Je fais un petit sourire, mais je ne dis rien. Donc, la chauve-souris part en direction du village, pendant que le phénix part en direction de l'ouest, et pendant que Michael monte sur sa moto, et les deux femmes dans le véhicule de Anne. Vous partez tous en direction du village, même si vous arriverez après la chauve-souris. Alors, de ton côté, la chauve-souris, tu vas survoler le village. Assez rapidement, donc, tu arrives dans ce village qui est un village plutôt sombre, grisâtre. Tu vois assez rapidement que c'est un village où la population doit être assez pauvre. On est sur une classe moyenne très pauvre et quelques belles bâtisses montrent qu'il y a quelques personnes visiblement qui ont l'air d'être au contraire extrêmement riches. Mais globalement, ça paye pas de mine. Tu arrives là au-dessus de ce village, est-ce que tu cherches quelque chose de particulier? Je reste vraiment très haut, le but c'est de regarder s'il y a une foule qui se déplace, c'est tout. Hein. Ah, tu sais qu'en tant que chauve-souris, tu peux pas voler non plus extrêmement haut, pas aussi haut qu'un oiseau, mais effectivement tu vois assez... T'as une vue assez haute pour voir qu'il n'y a pas l'air d'avoir de déplacement de foule. Ok, je reviens vers le groupe. Ok. Bah, au moment où tu reviens vers le groupe, ils arrivent à l'entrée du village et ils se garent sur le parking de la mairie. Il y a un grand parking, c'est le parking de la mairie. Je reste posé sur le sidecar, bien entendu. Tu reprends forme humaine ou pas? Ah non, bah non. sur le... Juste au-dessus de la mallette, pas sur la mallette parce que je sens que je vais prendre une tarte sinon, mais... Ok. Vous constatez d'ailleurs que il n'y a personne. Là, il est à peu près 1h du matin. Il n'y a personne dans les rues, ce qui paraît logique. Quelques maisons où il y a de la lumière, mais très peu. Les gens ont l'air couchés. Et il se met à pleuvoir. Petite pluie bretonne. Bon quelque chose? Batman, t'as vu un truc? je te regarde, et du coup je reprends forme humaine. Je fais non, pas de mouvement de foule. Par contre, putain, on se croirait chez moi, quoi.
sont pas venus par ici, par où dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a encore des traces ou quoi que ce soit? Comme on est sur du goudron, non, t'as plus de traces de pas. Ouais, mais sur les bas-côtés. T'as pas des bas-côtés avec encore un peu d'herbe ou quoi que ce soit? Non. Ou ça aurait pu être piétiné en T'as partie? beaucoup de gravier là où vous êtes. S'il y a une armée de zombies qui est en train de se diriger vers quelque part, ce serait pas mal qu'on voit vers où. De là-haut, Ok, j'ai ils pas sont- vu grand-chose. Et puis, il serait dirigé par ici. Enfin, il y aurait des traces, il y aurait eu des moments de foule, ça serait pas si calme. Ouais, Ça paraît puis très même, calme, oui. je vous avoue que moi, c'est pas les zombies qui me font peur, c'est plutôt s'il y avait trois vampires dans une crypte avec une sorcière, dans une crypte, c'est plutôt de ça que je me méfie, moi. Moi, je sens rien. Je sens pas de. Bah, tu commences à utiliser tes sens pour essayer d'aller, voilà, pour sentir un petit peu plus loin qu'autour de toi. Ça va te demander quand même de la concentration de faire ça. Et alors là, tu sens une odeur. Si. Là, tu remarques quelque chose. Vous êtes juste à côté de la mairie et tu sens que dans la mairie, il y a quelque chose d'ordre démoniaque. Je commence à dire aux autres. Il y a un truc dans la mairie. Ça pue. Nous sommes donc en 1980. Notre cher Van, tu es actuellement en route pour Dallas et tu t'es arrêté au niveau d'un motel. Alors dis-nous ce que tu as fait ces dernières semaines et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Cette dernière semaine fut très compliquée pour moi. J'ai vécu les années 60 et 70 de la pire des manières que l'époque pouvait me proposer. De festival en festival, en me nourrissant uniquement de personnes contaminées au LSD ou à d'autres substances. Ce qui fait que Ok. j'ai vécu les années 70 sur un gros nuage arc-en-ciel à travers les États-Unis. Ok. Et là, je suis en pleine descente. Et ça fait 3 semaines que je m'efforce de voyager de nuit sur une moto. Et donc, je suis passé d'abord à Albuquerque, après à Roswell, puis après, je me dirigeais vers Dallas, donc, et je me suis arrêté sur un motel de routier. Je gare cette grosse Harley, et je suis en pleine descente. Et ça veut dire, et je meurs de faim. Ça fait, je pense à la limite du supportable. Il faut que je mange. Ok. Et justement, tu arrives à ce motel et tu vas en direction de comment on appelle ça, de l'hôtellerie, hein, de l'accueil, où tu vois une femme d'une trentaine d'années devant toi qui t'accueille et qui te dit ah bonjour monsieur, vous avez besoin d'une chambre pour la soirée? Pour toute la nuit, oui. Et toute la journée, Oui. Vous avez de quoi payer? bien entendu. Et j'essaie de l'hypnotiser à ce moment-là. Elle est hypnotisée, elle est sous ton contrôle. Alors, Je vois son badge, je fais bonsoir Monica. Il y a du monde ce soir à l'hôtel. Et je suis un peu Non. essoufflé, je transpire à grosses gouttes. nous Combien de sommes personnes? seuls. Nous ne sommes que tous les deux. Tous les prochains clients. Je vais les rentrer dans ma chambre. Et Oui. je vais dans ma chambre d'hôtel. Je pousse le lit qu'il y a pour laisser juste la place pour une petite chaise qui est face à la porte. J'éteins la lumière. Je m'assois. Je me sers une sorte de cigario, un truc comme ça. Et j'attends. Les heures passent. Personne à l'horizon. Les heures continuent de passer et on arrive à peu près à 4h du matin. Et là, tu entends frapper. Je sais pas si j'ai des pouvoirs d'un petit peu télékinésique, genre je fais ouvrir la porte. Non. Non, non.
Bah, dans ce cas-là, j'utilise une sorte de super vitesse, entre guillemets, pour ouvrir la porte et Oui, ça, retourner par contre, m'asseoir. tu peux courir vite. Ouais. Ouais, tu peux faire ça. J'ouvre la porte et je me Et rassois. bah, tu vois, à la porte, tu vois l'hôtesse qui est là. Et elle a l'air un peu triste parce que je suis désolé, il n'y a personne qui vient à l'hôtel ce Je soir. la laisse pas finir sa phrase et je lui saute à la gorge. Ok. Et je la. Mais disons qu'il y a rien de galant derrière tout ça. Je plante mes crocs Tu la pour. vides de ton sang. Voilà, Ouais. je la vide entièrement de son sang, mais quitte à même en arrachant un petit peu, en voulant écarter trop fort. Il y a quelque chose de beaucoup trop dans le besoin pour prendre le gant. Et donc je me mets au niveau de sa nuque et je tire fort entre sa tête et son épaule, à un point où on entend même ses os se déchirer. Puis au moment où je plante mes crocs dedans et que j'aspire son sang, j'arrache un bras et je me rattrape un peu maladroitement, je déchire la moitié du corps et j'arrache la tête. Et je m'allonge sur le lit comme un peu en transe parce que il me manquait de Ok. nourriture. C'est une boucherie, quoi. Ouais. Eh bien, écoute, tu vas faire ça et ça va te rassasier un temps. Passe la nuit, une partie du jour, je suppose. J'attends que 19h pointe son nez pour que le soleil se couche. Et à 19h, bah, tu vois que personne n'est là. Personne n'est venu à ce motel. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu quittes les lieux? Je quitte les lieux, plein de sang, tu sais, sur moi, très négligé. D'accord. Même, tu vois, je pousse un petit peu des restes de chair qu'il y avait sur mon corps, donc j'ai un petit peu les mains poisseuses. J'ouvre la porte très négligemment. Je m'essuie les mains contre le mur, tu sais, et je fais des griffes, j'ai des traces de griffes même, tellement c'est maladroit. Et je remonte sur ma Harley, je l'allume. Et cette fois, je veux pas aller à Dallas. Je veux m'arrêter au prochain motel et faire pire. Ok. Bien, tu vas faire ça. Tu vas faire la même chose au prochain motel. Massacrer des gens. Cette fois, 3 personnes. Le problème, c'est que lors de ton action, là, sur le premier motel, il y avait une caméra à l'accueil. Et il y avait une caméra qui surveillait les couloirs, tu vois, des différentes loggières, enfin des différentes Oui. chambres. Ce qui fait qu'en fin de compte, quand les shérifs vont arriver sur les lieux et qu'ils vont essayer d'enquêter, ils vont avoir accès à ces caméras et à ces films. Et ils vont voir ce que tu as fait. En tout cas, ils vont pas voir la morsure, ça, ils peuvent pas le voir. Non, Mais ils tout vont le reste. voir que le corps sortir. Tu vois, ils voient pas, il n'y a pas de caméra dans la chambre, mais ils vont voir le corps être propulsé à l'extérieur de la chambre. Et évidemment, le corps, ils vont le voir en morceaux et ils vont voir ça aussi en suivant ta trace sur le deuxième motel. Et par conséquent, tu vas avoir des avis de recherche dans tous les États-Unis. Avec ta photo placardée partout. Tes empreintes sont identifiées. Donc, à partir de maintenant, si tu laisses tes empreintes quelque part, ils pourront savoir que tu es le meurtrier des motels. Ben, disons que Van Lordano, c'est comme ça que je me fais appeler quand je suis arrivé aux États-Unis, va disparaître et va redevenir Vadia Veko. Et j'enfourche ma bécane et de nuit tout le temps je fais en sorte de passer d'état en état pour aller à Boston. Très bien. Trouver un bateau et me cacher dans la cale pour aller en Europe. Très bien. Tu vas pouvoir faire ça. Tu vas pouvoir prendre un bateau pour aller jusqu'à Londres. De Londres, tu prendras un avion pour aller jusqu'à Paris. Et de là, tu espères, de Paris, ensuite pouvoir, en voiture, rejoindre ta Bosnie natale et peut-être ton château.
ça. Tu l'as pas revu depuis très longtemps.